Bonjour, hi, marhaba, je m'appelle Alexia et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Trédignon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir parmi nous Éric Chacour, qui est l'auteur du roman « Ce que je sais de toi ». Et avant de rentrer dans le vif de nos conversations, je vais prendre un moment pour remercier nos commanditaires pour la saison, donc les filles Fatouche et Montreal Pro Peinture. Prenez le temps d'aller regarder dans les liens, dans la description, un peu plus pour savoir sur ces belles compagnies montréalaises. Merci! Donc, bonjour Éric. Bonjour Alexia. Bienvenue. Je suis tellement contente. Je pense que je l'ai dit mille et une fois. Merci pour ton invitation. Je suis très content aussi de faire d'avoir ce moment avec toi. Ouais. Avant de te poser des questions, je voulais un peu expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi, pour moi, c'est tellement un honneur de t'avoir aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Éric est né à Montréal. Il est d'origine égyptienne, de parents syro-libanais, donc ils font partie de la communauté Shawam en Égypte. Et mes parents en font partie aussi. Donc, quand j'ai eu le plaisir de lire ton livre il y a quelques mois, je me suis beaucoup retrouvée dans les détails, dans l'historique, même si c'était pas une histoire qui me parlait personnellement, c'est une histoire que avec laquelle je pouvais compatir parce que ça aurait pu être celle des gens autour de moi et peut-être que ça a été celle des gens autour de moi. Oui, c'est vrai qu'on s'est découvert des origines communes en commençant à converser. Puis c'est le cas de beaucoup de gens qui sont venus à Montréal de cette génération-là, enfin de la génération de nos parents, qui sont nés en Égypte, qui étaient de cette communauté, qui parfois n'avaient pas de passeport égyptien. C'est vrai ça. Et qui se sont retrouvés considérés comme étant ce qu'on appelait en Égypte des égyptianisés. Donc des gens qui étaient plus ou moins intégrés, mais dont on considérait quand même qu'ils étaient un petit peu en dehors de l'Égypte. Et qui, à l'époque nassérienne, sont partis pour beaucoup suite aux nationalisations, aux mises au séquestre, etc. Et c'est vrai que Montréal a été une destination de choix, parce que comme ils étaient francophones pour beaucoup, certains sont venus ici. Fun fact, la plus grande communauté de Syro-Libanais d'Égypte en dehors d'Égypte est à Montréal. Et tu sais quoi, je pense que même en Égypte, elle n'est pas aussi grande, la communauté qui reste aujourd'hui par rapport à celle de Montréal. C'est tellement vrai. D'ailleurs, j'avais lu un de tes articles que tu m'avais envoyé quand je t'avais écrit par rapport à ton livre. Et il s'intitulait « Ce que je sais d'eux ». Tu parlais de tes parents. Et j'ai retenu un extrait de la fin du texte que je voulais partager aujourd'hui parce que je l'ai trouvé très percutant et très pertinent par rapport aux conversations que j'aimerais avoir aujourd'hui avec toi. Donc, tu as écrit... Je n'aurais jamais demandé s'ils s'étaient vécus comme étrangers dans leur pays. Notre siècle a l'élégance d'accorder à chacun d'être ce qu'il ressent le plus sincèrement au fond de lui. Et à la fin, tu as dit, ils étaient égyptiens, voilà tout. J'adore ce passage. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que c'est vrai, nos parents qui sont nés et qui ont grandi dans un pays qui n'était pas nécessairement le leur, si on veut, dans le sens où leurs racines n'étaient pas égyptiennes, elles n'étaient pas coptes. Ils sont venus d'ailleurs à cause des guerres, pour un espoir d'une meilleure vie, peu importe les raisons. Mais au bout du compte, on demande à n'importe qui de nos parents dans nos communautés, ils se considèrent tous égyptiens. Oui, ils ont gardé aussi un attachement très fort à cette Égypte. Et ils n'ont gardé, ça m'a toujours surpris, ça m'a toujours attendri aussi. Ils n'ont gardé aucune rancune par rapport à ce qui s'est passé. C'est très drôle. J'ai jamais vu un Shawam, un Syro-Libanais d'Égypte, avoir un mot contre Nasser, alors que c'est quand même à cause de cette période-là qu'ils ont dû quitter leur pays, qu'ils aimaient du plus profond de leur cœur. Mais je pense que malgré ça, oui, peut-être qu'ils se vivaient un peu comme quelque chose dont ils pressentaient que ça devenait un peu anachronique, une sorte d'Égypte post-coloniale qui était plus tout à fait l'Égypte, en tout cas la direction que prenait l'Égypte. Mais oui, je pense qu'on peut retrouver plein de choses communes sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux faire un parallèle avec cette construction identitaire que tes parents ont vécue avec la tienne au Québec, étant quelqu'un qui est né, qui a grandi dans un environnement d'où ses racines ne sont pas de là, sont d'ailleurs.
parce que tu te décris comme auteur québécois et j'apprécie beaucoup aussi un peu dans ton style d'écriture et dans tes passages quand j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit aux gens qui écoutent, mais quand le narrateur, j'ai vraiment pas envie de divulguer quoi que ce soit aux gens qui n'ont pas encore lu. On parle de Montréal, on parle un peu des repères québécois. On sent aussi ton attachement au Québec. Ce que j'adore, parce que c'est un peu ça le but de mon balado, c'est de vraiment montrer aux gens que même si on a des origines d'ailleurs, on est d'ici aussi. Ouais. Donc c'est ça, j'aimerais savoir un peu si tu es capable de faire un parallèle entre les deux ou si ça a été un cheminement que tu as dû faire toi-même concrètement. Je suis pas sûr que ce soit un cheminement. Alors on m'interroge beaucoup. Étonnamment, on m'interroge plus en France qu'au Québec sur ces questions-là, mais on m'interroge beaucoup en France sur la question identitaire, puis en plus en France. Alors c'est drôle parce qu'ici personne ne me dénie le fait d'être un auteur québécois. Par contre, quand je vais en France, on me dit non mais vous êtes sûr, vous n'avez pas l'accent, est-ce que vous êtes vraiment québécois? D'ailleurs, ils disent même pas québécois, ils disent canadien parce que bon. Alors qu'ici, personne ne se pose cette question et je dois dire que moi non plus, je me lève pas tous les matins en me posant des questions identitaires. Voilà, je suis né au Québec, j'ai des origines qui sont différentes. Je pense que quand j'étais gamin, quand on est jeune, on a envie de ressembler à tout le monde. Je crois que c'est quelque chose d'assez naturel. Alors, on a un peu peur en ouvrant sa boîte à lunch de ce qu'on va trouver dedans, parce que bon, avoir des sambucks aux épinards, on le regarde dans la boîte à lunch, c'est un peu compliqué, mais les sambucks aux épinards, bon, on sait qu'on va en avoir entre les dents, puis c'est pas la bonne idée. Ouais. Donc oui, peut-être qu'à une époque de ma vie où on a tous envie dans l'enfance d'être complètement invisible, surtout dans l'adolescence d'ailleurs, j'ai pu me poser ces questions-là. Je crois qu'il arrive un moment dans la vie assez sympa, au début de l'âge adulte, où on se rend compte que finalement, ce qui a le plus d'intérêt dans une vie, c'est finalement ces choses-là, ce qui nous différencie des autres. Ouais. Et ça finit par être les choses qu'on préfère. Moi, j'ai pas écrit ce livre en le situant en Égypte parce que je me sentais avoir une dette envers mes origines. Je me sens pas lié par mes racines. Mais oui, ce livre est une lettre d'amour pour l'Égypte, une lettre d'amour pour le pays où j'aime tellement retourner quand j'ai l'occasion de le faire. Et aussi une lettre d'amour pour le pays que je n'ai pas connu parce que finalement, le pays que je décris, c'est un pays qui n'existe presque plus. Ouais. Ça, j'en fais encore le deuil. De ne pas connaître l'Égypte qu'ont connu mes parents et mes grands-parents. Mais moi, ça a été un choc au début parce que je me rendais là-bas. Et je voyais rien de ce qu'on me racontait. Ouais. Moi, j'ai grandi avec des gens qui avaient quitté l'Égypte à la même époque que mes parents et qui étaient tous francophones, qui parlaient souvent mieux français qu'ils ne parlaient arabe, qu'ils avaient en tout cas appris avant d'apprendre l'arabe. Je vivais avec des souvenirs de villas somptueuses, des choses comme ça. Puis j'allais en Égypte et je voyais des immeubles qui faisaient 6 étages avec des paraboles. Je voyais personne qui parlait français nulle part. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à connecter ces deux mondes, ces deux Égyptes-là. Celle qu'on me racontait, celle dans laquelle j'avais grandi, qui me paraissait assez séduisante pour tout un tas de raisons. Et celle où je me rendais, qui était séduisante pour d'autres raisons, qui me plaisaient parce que c'était les vacances, c'était la famille, c'était un peuple merveilleux que j'ai appris à connaître, mais qui était très très différente de la première. C'est fou. Je me vois tellement dans ce que tu dis. Moi, j'ai été pour la première fois en Égypte, j'étais déjà dans ma vingtaine. Pareil pour le Liban. Et ça a été à la fois... en fait, c'était bittersweet, si on veut. Parce que j'ai enfin l'opportunité de connaître ces pays de mes propres yeux. Mais je dois faire le deuil du fait que je vais jamais pouvoir le connaître sous la lumière et la grandeur et la glamour, je sais pas si ça se dit en français, glamorous. Non, la clameur, c'est plus mais glamour populaire, un bruit, alors, etc. Pas le bon mot, mais tu vois, sous cet angle que mes parents et surtout mes grands-parents ont eu la chance de connaître, de vivre et de participer. C'est triste un peu, parce que c'est tellement la belle époque, si on veut. Dans mon livre, à un moment, il y a une grand-mère qui parle à son petit-fils du voyage merveilleux qu'ils feront en France, et ils feront jamais ce voyage merveilleux. Et le petit-fils finit par se dire que peut-être que le voyage n'aurait pas été aussi beau s'il l'avait vraiment fait. Ouais. Peut-être que c'est pareil pour cette Égypte qu'on n'a pas connue. Peut-être qu'elle est plus belle dans
dans notre tête et dans l'imaginaire qu'on s'en est fait que dans ce qu'on aurait pu voir. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réinventer, à la reconstruire, à essayer de rapiécer ces lambeaux de récits qu'on me tendait depuis mon enfance, ce que j'entendais de mes oncles, de mes tantes, de mes parents, de leurs amis. Mais j'avais très peur. J'avais très peur parce que si là, en arrivant à ton studio, je te décrivais une personne que j'avais croisée dans la rue, je sais pas, peut-être que tu fais du dessin, tu pourrais essayer de la dessiner et tout. C'est pas dit qu'au moment où tu me retournerais ton dessin, je te dirais c'est exactement cette personne-là. Ouais. Puis moi, c'était pareil avec ce roman. Je me disais j'ai essayé de faire de bonne foi quelque chose qui ressemblait à l'Égypte que je m'étais figuré, mais est-ce que c'est vraiment l'Égypte que ces gens-là ont vécu? Est-ce que quand ils vont le lire, ils vont se dire c'est sympa, mais c'est pas tout à fait ça, ou ils vont se dire ah, c'est exactement ce que j'ai vécu, je me retrouve dedans. Et donc ça, c'était une de mes plus grandes craintes. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai fait relire juste avant de le publier, juste avant de l'envoyer en fait à des éditeurs. Je l'ai fait relire par mon parrain qui avait vécu dans cette Égypte-là. Et voilà, ces premiers retours m'ont beaucoup conforté, et ceux que je lis depuis que le livre est sorti me réconfortent aussi. Donc, est-ce que tu as eu ces questionnements par rapport à la manière dont tu dépeins Montréal dans ton livre, le Québec? Parce que moi, de ce que j'entends, c'est que c'est une question de perspective. Donc, que tu l'aies vécu ou pas, même si tu l'avais vécu, quelqu'un qui te lit va peut-être te dire « Ah, mais moi, c'est pas comme ça que moi, je l'ai interprété. » J'avais moins de cas de conscience pour Montréal, parce que Montréal, j'ai quand même grandi dedans, je le connais bien. Alors, j'ai vécu une grosse partie de ma vie en France, mais bon, à plusieurs moments de ma vie, j'ai vécu à Montréal, j'y vis aujourd'hui, j'y suis né, j'y suis revenu pour mes études, donc c'est quand même une ville que je connais bien. Après, le Montréal que je voulais décrire, c'était pas le Montréal, c'était pas forcément le Montréal des Montréalais. C'était ton Montréal à toi? Même pas. Ok. C'était pas non plus le Montréal folklorique que des gens qui ne vivent pas à Montréal s'imaginent. Voilà, je voulais pas faire Tarek qui danse un rigodon, puis Tarek qui va à la cabane à sucre, puis ça aurait pas eu de sens. Je voulais faire le Montréal d'un nouvel arrivant qui le voit à travers son regard. Donc, ce que j'ai décrit, c'est pas le sirop d'érable et l'espèce d'image fantasmatique que se font les gens qui ne vivent pas à Montréal du Québec. Mais c'est la fausse neige achetée chez Dollarama qui coule un peu sur une vitre. Parce que ça, oui, un nouvel arrivant, quand il le voit, ça le marque. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qu'il a vu avant. Donc, mes descriptions de Montréal sont assez courtes. C'est dans des passages où on sent que le personnage est un peu déconnecté de son quotidien. Mais en même temps, ce que j'ai voulu faire transpirer à travers ça, c'était son regard à lui de nouvel arrivant là-bas. Ici. J'adore ça. Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que tu penses que le fait que tu aies grandi un peu en France aussi, que tu as fait ces allers-retours ou pas, je sais pas si tu as fait des allers-retours, mais quand tu es revenu à Montréal, j'imagine à l'âge adulte, est-ce que ce regard t'a aidé à comprendre un peu ce qui se passe dans la tête d'un nouvel arrivant, même si toi, t'es né ici, t'as quand même vécu un peu réintégrer la société en tant que... Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est drôle parce que moi, j'ai grandi ici. Bon, à l'époque de tout un tas de choses qui n'existent plus. À l'époque, Costco s'appelait Club Price. Il y avait encore des pharmacies Cumberland. Il y avait des épiceries Steinberg. Il y avait et je regardais Canal Famille. Bon, quand je suis revenu, c'était plus exactement le même Québec. Et moi, j'ai pas de télé. Donc, c'est très drôle et un peu gênant parfois. Je suis souvent invité dans des émissions de radio, de télévision. Que tu regardes pas. Que je regarde pas, et où je suis le moins connu des invités, mais en même temps je connais pas tous les autres, donc quand on me donne les noms avant, j'essaie de me documenter un peu. Mais oui, alors ma culture, elle est très hybride, il y a des bouts de culture orientale, il y a des bouts de culture française, c'est quand même le principal de ma culture parce que c'est là où j'ai vécu mon adolescence, donc les références culturelles, je les ai plus quand je regarde la télé en France, par exemple, et puis la culture québécoise aussi, que je redécouvre et dans lesquels il y a une sorte de 20 ans, 25 ans de trou, mais c'est très sympathique de reconstituer ce trou puis d'essayer de refaire l'histoire. Voilà, c'est une sorte de culture un peu syncrétique qui n'appartient qu'à moi finalement, qui est prise de bout d'un peu partout, mais est-ce que c'est pas finalement le cas de chaque personne? Je sais pas. Tu prends les mots de ma bouche. J'allais dire, je pense que l'identité, c'est tellement quelque chose de personnel, il n'y a pas une identité double.
chaque identité est unique. On a chacun son parcours, même entre frères et sœurs, au sein d'une même famille. Mais je suis curieuse un peu de savoir un peu plus ton ressenti identitaire, si tu es capable de te souvenir de comment tu te sentais quand tu étais plus jeune. Parce que tu es née ici, tu as grandi quelques années ici, tu es allée en France, tu es revenue à la fin de ton adolescence, c'est ça? Je suis revenu pour mes études. OK. Et tu es resté à Montréal? Même pas. Je suis resté le temps de mes études, 2 ans à peu près. OK. Et parce que c'était ma maîtrise. Et je suis revenu en France après. OK. Est-ce que quand les gens te demandaient d'où tu viens, est-ce que tu répondais à chaque fois, à travers les différents chapitres de ta vie, la même réponse ou elle changeait? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que quand je répondais à cette question, spontanément, je parlais du Québec parce que c'est là où j'avais grandi, etc. Ouais. Alors, je sentais déjà un trouble dans le regard des gens parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas l'accent québécois. Même quand tu étais ici, tu répondais que tu étais du Québec? Alors, c'est drôle, j'ai retrouvé des vidéos de moi quand j'étais gamin que j'avais jamais vues et je me suis dit, je vais enfin m'écouter avec l'accent québécois. Et en fait, je me suis surtout retrouvé avec des R roulés comme mes oncles et tantes. Et voilà, une sorte d'accent qui n'existe nulle part, mais qui était le mien quand j'étais gamin, que j'ai pas mal perdu quand je suis arrivé en France. Et donc parfois, je réentends des petites pointes parce que bon, évidemment, je me suis jamais réentendu à la radio que depuis 1 an avec la sortie du livre. Et là, maintenant que je commence à me réentendre, ce qui ne m'arrivait jamais, je retrouve parfois des pointes d'accent aussi de ma famille. Donc, je pense qu'on n'échappe jamais complètement à ses origines sur ces choses-là. Et j'ai oublié la question. Je voulais savoir si... Ah oui, ce que je répondais quand on me posait la question. Donc, je faisais souvent référence au Québec. Et puis, sinon, quand on creusait, parce que dans le regard des gens, je ne ressemblais pas aux Québécois moyens tels qu'ils se le figuraient, je parlais souvent de l'Égypte. Okay. C'est très très tard dans ma vie que j'ai compris qu'en fait, mes origines n'étaient pas qu'égyptiennes. Ouais. Que c'était des origines de Syro-Libanais qui vivaient en Égypte. Parce que cette nuance-là, je ne l'avais pas comprise. J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre. C'est pareil pour moi en passant. C'est vrai, hein? Ouais, moi je me souviens... pour moi, c'était très clair que j'étais égyptienne et libanaise. Quand même, le côté libanais, tu oui, l'avais. Ouais. Parce que ma mère, elle est née au Liban et mon grand-père est libanais. Ma grand-mère, en fait, elle était née en Égypte, de parents syro-libanais italiens, et à l'époque de Nasser, ils sont retournés au Liban parce que c'est plus avantageux pour eux, pour la business. Du coup, elle se considère beaucoup plus libanaise qu'égyptienne. Mais pour moi, mon père était égyptien. Il n'y avait pas de questions par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses que je trouvais un peu bizarres quand je me comparais aux autres Égyptiens. Et c'est ça, quand tu parles à des Égyptiens, que tu commences à leur parler de Chouchbara qui te regardent avec des grands yeux. Qu'est-ce que c'est ça? Et moi, je tenais ça pour être un plat traditionnel égyptien. Ouais. Donc, il y a tout un tas de choses où j'ai fini par me rendre compte que la culture de mes parents n'était pas la culture de l'Égyptien de base et qu'il y avait une très bonne raison derrière ça. Ouais. C'est qu'eux-mêmes étaient de culture libanaise, syrienne et qu'ils vivaient dans des sortes de bulles halogènes qui existaient dans les grandes villes égyptiennes. Ouais. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et je pense que c'est un peu en le comprenant que j'ai eu envie d'écrire ce livre. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr. Alors, il faudrait que je remonte la chronologie. J'ai du mal à la faire maintenant que tu me poses la question, mais je suis même pas sûr que c'était avant d'écrire le livre. Peut-être que c'est arrivé pendant. Ouais. Tu vois, dans mon livre, il y a 2 hommes qui vont finir par tomber amoureux. Bon, je veux pas trop divulgacher non plus, mais il y aura ce rapprochement entre 2 hommes. Et je voulais que tout les sépare. Pas que tous les opposent, mais que tous les séparent, qu'il y ait une distance entre eux. Je voulais qu'ils ne viennent pas du même milieu social, je voulais qu'ils ne viennent pas du même milieu familial, je voulais qu'ils n'aient pas la même religion, je voulais qu'ils n'aient pas, c'est peu de le dire, le même métier. Et donc, sur la question de la religion, ma première intuition a été de me dire, c'est facile, je vais en faire un chrétien, un musulman, puis le musulman il est musulman, le chrétien il va être copte. Et c'est facile, c'est fini. Oui. Et puis je me suis rendu compte que finalement, je connaissais pas grand-chose de la culture copte.
et que toutes les références de chrétiens d'Égypte, c'était des références qui étaient ultra minoritaires là-bas, parce que c'était les références des Maronites, des Melkites, des Grecs catholiques, etc. Donc de rites orientaux qui n'étaient pas... D'Égypte, en fait. Voilà, qui n'étaient pas dominants en Égypte, puisque, je sais pas, 95-99% peut-être des chrétiens égyptiens sont coptes. Ce qui est une minorité, mais une grosse minorité, parce qu'ils représentent 10% des Égyptiens. Et 10% des Égyptiens, c'est plus que tous les Québécois dans le monde. Donc c'est quand même, on parle de plus de 10 millions d'habitants, sans doute, parce que, paraît-il, c'est le secret le mieux gardé d'Égypte. Mais voilà, on parle d'une communauté qui se compte quand même en millions et probablement une dizaine de millions. Mm-hmm. Mais moi, c'est justement une des choses que j'avais beaucoup aimé de ton livre, c'est que notre communauté n'est pas une communauté immense et très connue. Même nous faisons partie de la communauté et nous ne sommes pas conscients à un jeune âge que même si on est égyptien, on n'est pas égyptien au complet, si on veut, dans le sens où on a des origines un peu plus diverses et qu'il faut faire un travail de démystification pour comprendre qui nous sommes et comment nous sommes arrivés en Égypte. Est-ce qu'il faut faire un travail? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire ce travail-là. Ce sont parfois des questions qu'on se pose parce que la vie nous y conduise, mais je pense qu'on peut aussi vivre une vie entière sans se les poser. Moi, j'ai trouvé beaucoup de douceur dans le fait de me poser ces questions-là. De la curiosité déjà, et puis de la douceur parce que j'ai eu l'impression de remonter le fil et d'un peu mieux connaître mes parents à travers une époque que je n'avais pas connue et que je connaîtrai forcément jamais. Est-ce que c'est une obligation que chacun a de se poser ces questions-là? Je sais pas. Je pense, puis c'est qu'on se disait un peu en début d'émission, je crois qu'on n'est pas lié par ses racines ou qu'on n'est pas lié par ses origines. Pour tout un tas de raisons personnelles, ça me plaisait de situer ce roman-là dans une Égypte qui était celle de mes parents. Je crois qu'émotionnellement, il y avait un attachement par rapport à ça. Mais tu vois, là, j'ai commencé à jeter les bases de ce qui pourrait être peut-être un deuxième roman. Et puis une partie de ce deuxième roman se passera dans un pays où j'ai jamais mis les pieds. Okay. Mais je pense qu'à partir du moment où tu fais tes recherches avec sérieux, que voilà, que tu te donnes les moyens de bien connaître une culture, etc., tu peux rentrer dedans et la vivre aussi. C'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où on peut... c'est de l'art. On n'est pas contraint à ce qu'on est quand on écrit. Mais ça va au-delà de l'art, tu sais. Moi, je pense que l'identité, elle est là pour libérer les gens. Et je pense que le danger commence quand les gens sont asservis à leur identité. Okay. Quand les gens, parce qu'on leur renvoie une identité qui est la leur ou celle qu'on suppose d'eux, on attend d'eux qu'ils agissent de telle et telle manière, on attend d'eux qu'ils aient telle et telle croyance, telle et telle réaction en société. Je pense que le danger est là, quand on cherche à obéir à une identité. Mais quand une identité est quelque chose qui nous fait grandir parce qu'on on y puise de la force, on y puise une compréhension de là où on vient, on y puise peut-être des réponses à des questions qu'on se pose à un moment de sa vie, c'est merveilleux et cette recherche-là, elle a tout son sens. Ouais. Je suis en train de laisser, comment dire, des fois je trouve pas les mots en français, mais let it sink in. J'ai l'impression de lire ton livre quand je t'écoute parler, tu t'exprimes tellement bien, j'adore. Mais j'ai un tas de questions que j'aimerais te poser, mais là on parle de livres et on parle de ton prochain livre et on parle aussi du fait qu'on peut écrire des histoires qui ne nous ressemblent pas non plus, de mondes qu'on ne connaît pas. Et quand tu lis un livre, est-ce que tu aimes lire un livre qui parle d'un monde que tu connais ou tu préfères justement aller explorer d'autres mondes en lisant? Définitivement la seconde réponse. Ouais, ok. Moi, j'adore les livres qui se passent... là, je suis en train de lire Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Ça se passe en Italie, ça se passe sur presque tout le XXe siècle. C'est tout ce que j'aime. Il y a un souffle romanesque derrière. Ça s'étend sur plusieurs centaines de pages. C'est merveilleux. Ça mêle la grande histoire avec la petite histoire des personnages. Moi, j'adore ça. J'adore être dépaysé.
J'ai adoré lire L'ombre du vent, par exemple, de Carlos Ruiz Zafón, qui est un auteur barcelonais qui est décédé il y a pas très longtemps. Excellent auteur. Excellent auteur. Alors c'est souvent classé en littérature jeunesse, mais moi je l'ai découvert adulte et j'ai lu beaucoup de ses livres, en tout cas toute la série sur le cimetière des livres oubliés. Et je trouve ça merveilleux. J'aime bien voyager avec des livres. C'est quelque chose qui me plaît. Et j'avais le sentiment que c'était un genre qui était un peu... C'était pas le genre actuel, tu vois. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'autofiction. On a beaucoup de récits qui sont ancrés dans une certaine réalité. On parle de réseaux sociaux, on parle voilà. Les gens aiment lire des histoires qui ressemblent au quotidien dans lequel ils sont. Et je me disais naïvement, qui va être intéressé par cette histoire? Cette histoire, elle se passe très loin de nous. Elle se passe il y a trop longtemps pour être un roman contemporain. En même temps, elle se passe trop récemment pour être un roman historique. Donc, qui va être intéressé par ce truc? En fait, beaucoup de personnes. Et apparemment, beaucoup de personnes. Donc, c'est très chouette. Non, t'as écrit un livre formidable. Déjà, l'écriture, le détail, la prose, la poésie dans tes phrases. Mais... Je me souviens quand je t'avais écrit à la suite de ma lecture de ton livre, moi, ce qui m'avait vraiment touchée dans le sens où vraiment j'étais contente d'avoir lu ce livre et j'aimerais que plus de personnes le lisent, surtout des gens comme moi ou issus des mêmes milieux. C'était à cause des sujets que tu abordes dans ton livre. Pour moi, c'était des sujets nécessaires. Quand je lis des livres, je suis un peu comme toi, j'aime ça sortir des univers que je connais. Mais dans les dernières années, bon, on peut remercier la pandémie qui nous a donné beaucoup de temps à utiliser un peu sur nos passions et nos passe-temps. C'est comme ça que j'ai fini ce roman. Hein? On a ça en commun. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'aime beaucoup lire des livres qui ont des univers palpables pour moi, dans lesquels je peux me voir, mais qui racontent des histoires qui ne seront jamais les miennes et qui me donnent pas nécessairement de l'empathie, parce que je pense que, surtout pour ton histoire, j'en avais déjà, mais pour d'autres, où j'avais jamais été confrontée à ces histoires-là. Et là, tu te mets dans la peau du personnage et tu es capable de le faire parce que tu as les mêmes repères culturels que le personnage, et tu es capable de... Je ne sais pas si c'est une question de repères culturels. Peut-être que c'est ça qui t'a permis d'entrer en eux. Et si c'est le cas, tant mieux, c'est très chouette. Moi, ce qui m'importe quand je décris un personnage... Tu vois, je fais pas des grandes descriptions balsaciennes, je parle pas des longues boucles rousses. D'ailleurs, je suis même pas sûr. Qu'on décrit. Aujourd'hui, je me suis pas sûr de me souvenir si Mira est rousse ou si elle est brune. Et finalement, ça importe assez peu pour moi. Par contre, ce qui m'importe, c'est le combat de chaque personnage. Ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je peux pas te décrire précisément chacun des personnages, mais je peux te dire ce qui lui tord l'estomac le matin quand il se lève. Je peux te dire c'est quoi le combat qu'il mène. Et c'est ça que j'ai eu envie de transmettre à mes lecteurs à travers ce roman. Et j'ai l'impression que c'est ça qui rend un personnage vrai. Après, moi, j'ai écrit 300 pages dans ma vie, je vais pas donner des leçons de littérature, mais en tout cas, c'est ce qui me motivait pour écrire. Le personnage de la mère, je connais son combat. Son combat, c'est qu'elle a vécu dans une communauté, celle qu'on a décrite, qui était très en vue à une certaine époque. Certaines études montrent que la fortune cumulée des Levantins en Égypte à une époque atteignait 10% du PIB, alors qu'ils étaient loin d'atteindre 10% de la population. Donc, c'est bien la preuve qu'ils étaient dans tous les postes à responsabilité ou des postes commerciaux importants dans les médias, dans le coton, dans les douanes, etc. Et cette femme-là qui avait cette place dans cette communauté, elle a vu cette communauté se déliter à l'époque de Nasser et elle a vécu une sorte de dégradation, une sorte de déclassement. Et en plus de ce déclassement, elle va vivre un épisode qui est très difficile pour elle, qui sort complètement de ses traditions et qu'elle va se prendre en pleine figure. Bon, son combat, elle, je le connais.
Elle voudrait que rien ne bouge. Elle voudrait rester dans cette sorte d'Égypte de naphtaline qu'elle a connue, qui lui était confortable. Je connais le combat de Nesrine, la sœur de Tarek. Je sais que son combat à elle, c'est que elle a sans doute beaucoup plus d'idées que tous les hommes qu'elle côtoie, en tout cas que son frère, et personne n'écoute ses idées, parce que tout le monde se fiche de ses idées. Et que dès le départ, son père demande à ses enfants quelle voiture il voudrait plus tard, mais en fait, la question, il la pose qu'à son fils, parce qu'il se fiche un peu de ce que sa fille va répondre, et son fils, il en sait rien, sa fille, elle a plein d'idées, et personne ne l'écoute. Et c'est le cas de beaucoup de femmes dans l'Égypte de cette époque, où, voilà, elles étaient reléguées à des fonctions au sein du foyer, mais on n'attendait pas d'elle grand-chose. Et moi, ce que j'ai voulu décrire, c'est à la fois les responsabilités qui vous écrasent parce qu'on vous les met sur les épaules quand vous êtes un homme, mais c'est aussi les responsabilités qui vous écrasent parce qu'on vous les retire au prétexte que vous êtes une femme. Bon, c'est ça son combat. Moi, ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, c'est le combat de plusieurs personnages et c'est comment tous ces combats interagissaient entre eux. Mais après, oui, il y a effectivement des facteurs culturels qui permettent pour ceux qui les ont de bien rentrer dans ces personnages et puis d'avoir peut-être plus d'empathie envers eux. Mais parlant de culture aussi et des combats, est-ce que tu pourrais dire que ton bagage culturel égyptien ou levantin, catholique, en tout cas avec tous ces détails qui définissent ce bagage culturel, surtout qu'on aborde dans le livre, et la société, ou les sociétés dans lesquelles tu as grandi, qui sont plus occidentales, t'ont permis de faire des parallèles d'un même combat, mais dans différents endroits, et de voir comment certaines choses sont plus tabous dans certains endroits que d'autres, mais aussi selon les époques. Je ne sais pas si tu fais référence à la relation homosexuelle des deux personnages. On l'abordait pas, je ne sais pas si tu voulais pas le spoiler aux gens qui écoutent. Bon, j'avais dit tout à l'heure que deux hommes tomberaient amoureux. Et puis le livre a été spoilé sur tellement d'autres égards dans la presse et dans les médias que ça arrive quand même assez tôt dans l'histoire. Je pense qu'on n'enlève pas du plaisir de la lecture en disant ça. Oui, effectivement, la question de l'homosexualité dans les pays arabes, dans l'Égypte de cette époque et dans notre Québec actuel, elle est clairement pas la même. C'est une réalité très différente. Moi, j'avais envie de raconter cette réalité-là. Je m'étais aussi posé la question de comment raconter la question de l'homosexualité au Québec, parce que mon récit se passe quand même beaucoup dans les années SIDA, qui ont eu un impact très important pour cette communauté-là. Et bon, je me suis posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui doit prendre de la place ou pas dans mon roman? Puis je voulais pas non plus rajouter trop d'informations, mais oui, c'est des questions que je me suis posées. Tout est fait en Égypte pour faire comme si l'homosexualité n'existait pas. Elle est totalement absente du code civil, elle n'existe pas dans le code civil. Alors pour motif de débauche, qui veut dire pas grand-chose, on enferme beaucoup d'homosexuels, beaucoup de gens de la communauté LGBTQ+. Mais ça reste un motif très vague pour camoufler une réalité qui est pourtant bien réelle. Tu vas en Égypte, moi j'ai visité des mausolées érigés. Je me souviens d'un mausolée que j'ai visité, d'un couple gay qui avait fait graver sur toutes les parois en bas-relief leur vie, comme c'était la coutume pour les personnes qui avaient suffisamment d'argent pour avoir une sorte d'ornement funéraire. Et puis c'est très chouette, c'est très doux, c'est très surprenant aussi d'aller là-bas et de voir en hiéroglyphe la vie de ce couple-là, avec certains bas-reliefs où ils sont représentés l'un et l'autre. Bien sûr que ça a toujours existé. Bien sûr que ça a toujours existé. Ça m'a amusé d'essayer amusé, pas que, mais en tout cas ça m'a intéressé d'essayer de décrire ce qui ne se dit pas, ce qui n'est presque pas documenté, ce qu'on essaye d'invisibiliser et ce qui pourtant existe et existait dans cette communauté-là, comme dans le reste de l'Égypte à cette époque. J'aimerais faire des parallèles avec la communauté dont on fait partie ici et là-bas. Toi comme moi, on a été en Égypte plusieurs fois. De mon côté, ce que j'ai pu observer dans les dernières années,
c'est qu'il y a eu aussi une évolution dans les mentalités par rapport à l'homosexualité. C'est sûr, je suis née, j'ai grandi dans une société beaucoup plus ouverte qu'au Moyen-Orient et je me considère très chanceuse. Je trouve que des fois, il y a des gens, c'est pas parce qu'ils veulent être fermés d'esprit, mais c'est qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de côtoyer des gens qui ont permis de leur ouvrir l'esprit sur certaines choses. Donc pour moi, c'est une chance. Mais j'ai essayé de faire un peu des parallèles avec notre communauté ici versus là-bas. Et est-ce que toi, tu as déjà fait ces parallèles-là? Est-ce que tu as observé une différence? Par exemple, la communauté ici, est-ce que tu trouves qu'elle est plus ouverte envers l'homosexualité que la communauté là-bas? Ou tu dirais que parce qu'ils sont de la même culture, de la même religion, ils ont les mêmes idéologies? Ah, elle est compliquée ta question. On est forcément imprégné par le milieu dans lequel on vit. Ouais. C'est une certitude. On a la chance de vivre dans le pays le plus ouvert. Il y avait un classement sur l'ouverture des pays sur les questions LGBTQ+. Le Canada était le premier pays et le Québec est très certainement la province la plus progressiste dans ce pays. Donc on a la chance de vivre dans cette société-là, qui est déjà une société accueillante, celle qui a accueilli nos parents, et qui accueille aussi une diversité de genre, une diversité sexuelle, qui est très ouverte sur ces questions-là de l'altérité, de la différence. Donc oui, évidemment, les gens qui ont quitté l'Égypte quand ils étaient jeunes, qui sont arrivés au Québec, ils ont évolué avec leur société. OK. Ils ont une partie de leur tradition, ils ont évolué avec leur société. Après, je pense qu'il ne tient qu'à chacun de développer sa propre ouverture d'esprit. Moi, je connais des gens qui sont très ouverts d'esprit, très progressistes, qui vont pas mettre peut-être le même vocabulaire que les sociétés occidentales ont construit autour de la question de l'identité de genre ou de l'identité sexuelle, mais qui vont en avoir une vision très ouverte parce que soit ils ont été de façon intime confrontés à cette réalité-là, à travers leur vie ou à travers les proches, soit parce qu'ils ont la finesse d'esprit de se dire, ben oui, évidemment, ce sont des êtres humains comme les autres. Ouais. Évidemment que l'amour entre deux adultes consentants, c'est pas parce qu'ils sont du même sexe que cet amour-là est différent, qu'il est moins bien, qu'il doit être sali, dévalorisé. Puis ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Je crois que la tradition ne peut pas servir d'alibi ou d'excuse pour ne pas faire travailler son cerveau. Et je pense que essayer de faire croire que on devrait tous avoir de l'admiration pour un sentiment d'amour entre deux personnes qui sont bien sûr en âge et en capacité de consentir, mais on devrait tous avoir de l'admiration pour ce sentiment d'amour-là. On devrait tous être émerveillés de voir chez deux personnes les sentiments qu'ils sont capables de se porter et ce que ces sentiments leur provoquent. Et tant que derrière des prétextes religieux, traditionnels, nationalistes parfois, enfin, et là mon discours il va bien au-delà de l'Égypte, hein, je parle de façon générale, tant qu'on se cachera derrière ça pour salir, pour avilir cet amour-là, pour le dégrader, pour le rendre moins beau que d'autres amours condamnables, coupables, qu'on essaiera de le cacher, l'humanité se jouera le pire tour qu'elle peut se jouer à elle-même. Parce que voilà, ce qui devrait être quelque chose qui nous rassemble deviendra quelque chose qui nous divise et quelque chose qui fait naître à l'intérieur des personnes un rejet d'eux-mêmes. Et ça, on a la chance au Québec, au XXIe siècle, dans notre société actuelle, de ne pas l'avoir ou de moins l'avoir qu'avant. Tous les problèmes ne sont pas réglés. Mais il y aura toujours des problèmes. Et il y aura toujours des problèmes, mais en tout cas sur celui-ci, je trouve qu'on va dans le bon sens et c'est assez rassurant, même si on a parfois des résurgences de conservatisme qui peuvent faire peur, comme on l'a eu à Montréal d'ailleurs il y a quelques semaines avec des manifestations, comme on l'a eu autour de drag queens qui lisent des contes à des enfants et où on a eu des tollés, des gens qui se sont mis debout, etc. Bon.
il y aura toujours des résurgences de conservatisme plutôt nauséabonds, mais je pense qu'on a la chance de vivre dans une société qui avance et qui continue à avancer. Et puis parfois on fait un petit pas en arrière, mais c'est pour prendre de l'élan et aller plus loin. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire. Tu as dit beaucoup de choses et j'essaie de me replacer dans mes pensées. J'ai beaucoup aimé ce que tu nous communiques parce qu'en fait, ce que j'interprète de ce que tu dis, c'est que finalement, on a beau avoir un bagage culturel similaire à d'autres personnes, ça fait pas qu'on va nécessairement avoir les mêmes pensées qu'eux sur certains sujets. Et la société dans laquelle on vit joue un rôle dans ça. Donc, par moment, des fois, on va mettre une étiquette un peu sur les personnes immigrantes et dire « Ah, ce sont des immigrants », ça vient avec des pensées, des idéologies qui ne nous ressemblent pas. Mais en réalité, on évolue en tant qu'être humain et on évolue avec la société aussi. Et souvent, ce qui va arriver aussi, c'est que les gens vont venir s'installer au Québec ou en France ou peu importe et ils vont développer des nouvelles manières de voir les choses. Et des fois, c'est pas nécessairement parce que c'est des nouvelles manières, mais des fois, c'est des choses auxquelles ils n'avaient jamais été exposés dans le passé. Et là, maintenant, c'est des choses dont on parle dans la société. C'est pas des trucs qui sont cachés comme dans la leur ou dans d'autres sociétés dans le monde. Mais il faut pas sous-estimer l'intelligence que les gens ont et la capacité qu'ils ont à sortir des grilles de lecture qu'on leur a imposées pendant longtemps. Moi, je pense que des gens sont tout à fait capables de... Voilà, moi, dans ma famille, quand j'ai dit que j'étais homo, il y avait des personnes qui s'étaient jamais figurées qu'il puisse y avoir un homo dans leur famille. Et puis, les réactions étaient très diverses, mais dans l'immense majorité, c'était des réactions d'amour. C'était des gens qui avaient jamais été confrontés à cette réalité. Ou qui avaient vécu dans l'illusion de n'avoir jamais été confrontés à cette réalité, parce que probablement que dans leur entourage, il y en avait beaucoup plus que ce qu'ils ne pensent. Mais qui ont su réagir avec leur cœur, avec leur intelligence. Et puis voilà, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des gens et leur capacité à... Je suis entièrement d'accord avec ça et je suis contente que tu mettes les mots dessus. Et puis tu parlais, excuse-moi je te coupe, mais tu avais ce joli terme de bagage culturel. C'est un bagage. Un bagage, on y met des choses qui vont nous servir pour plus tard. Ça ne doit pas être un boulet. Exactement. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous écrase. C'est quelque chose qui nous aide, qu'on transporte avec nous et qui va nous servir pour la suite. Et donc, voilà, c'est un bagage, c'est pas un boulet. Il ne faut pas se laisser écraser par ces bagages-là. Ouais, mais c'est un peu comme ce que tu disais au début, comme quoi on n'est pas nécessairement défini par nos origines non plus. Et on n'est pas... on ne doit pas à nos origines de tout le temps... les mettre en avant et s'y lier et en parler dans nos livres. D'ailleurs, tu nous parlais de ton prochain roman qui ne fera pas nécessairement allusion à tes origines égyptiennes. Et j'admire beaucoup ça en toi. Je te disais avant l'enregistrement comme quoi moi, j'ai pas encore réussi à me définir comme une autrice québécoise. Je m'attache encore un peu à mes origines. Je m'identifie beaucoup plus à l'identité montréalaise. Mais quand je lis un roman comme le tien et que j'ai la chance de pouvoir discuter avec toi et d'échanger, je me dis, en fait, pourquoi je pourrais pas dire que je suis aussi une autrice québécoise, puisque au bout du compte, dans mes livres, je parle pas constamment de l'Égypte et du Liban et de toutes mes origines. Je fais allusion, mais c'est pas le noyau. C'est une grande partie de moi, mais c'est pas tout. Alors, il n'y a pas de réponse simple à cette question. D'ailleurs, c'est pas vraiment une question, mais je crois que c'est important d'y aller avec ce que tu ressens. Je crois que si tu te vis comme québécoise, tu ne dois pas t'empêcher de te déclarer comme québécoise parce que tu sentirais que ton entourage t'en ferait le procès. Et je crois qu'à l'inverse, si tu, pour tout un tas de raisons qui peuvent t'appartenir, tu sens que l'identité québécoise n'est pas la tienne, que ce qui prime, c'est surtout ton identité montréalaise ou tes origines. Je crois que tu n'as pas d'obligation. Moi, je crois que les origines, elles sont combinées, elles sont syncrétiques. Je pense que
qu'on ajoute des couches. Je pense que c'est pas des choses qui... Moi, j'ai grandi toute mon enfance avec des gens qui me disaient alors tu préfères Montréal ou Paris? Alors tu te sens plus français Montréal. ou tu te sens plus québécois? Jusqu'à maintenant, je comprends pas ces questions. Ouais. Je vois pas pourquoi est-ce que me sentir français me... D'ailleurs, je suis pas français, j'ai pas de passeport français, mais je vois pas pourquoi, si jamais je me sentais français, ça m'empêcherait de me sentir québécois. Ouais. Je vois pas pourquoi est-ce que... bon. Le seul endroit où j'avais une petite difficulté, c'était par rapport à l'Égypte, parce que d'un côté, j'avais l'impression d'en avoir plein de références culturelles. De l'autre, moi, je parle pas la langue. Et cette barrière de la langue-là, Ouais. c'est quand même quelque chose d'un peu difficile à surmonter. Donc, j'étais fier de mes origines, j'étais fier de... Enfin, fier, je vois pas quelle fierté on peut sortir d'un hasard génétique, Ouais, mais en ouais, tout cas, ouais. j'étais content, j'étais très content d'appartenir à... Tu embrassais tes origines. Oui, et puis j'avais des parents qui avaient vécu une enfance merveilleuse, qui gardaient plein de bons souvenirs en Égypte. Moi, je m'en étais forgé aussi depuis mon enfance, donc ça m'allait tout à fait. Mais en même temps, quand je suis en Égypte, eh ben, bon, après quelques jours à prendre un peu de soleil, on peut commencer à me parler en arabe dans la rue. Pas les premiers jours parce que j'ai l'air trop pâle, mais après quelques jours, on peut commencer à me parler en arabe dans la rue. Et puis, il y a toujours ce moment où le charme se rompt parce que je suis pas capable de répondre. Ou alors les 2-3 mots d'usage, mais pas beaucoup plus. Et voilà, c'est peut-être la seule petite barrière que j'ai eue. Mais après, pour le reste, Dany Laferrière a fait tout un livre pour nous expliquer pourquoi il était un poète japonais. Et puis, Dany Laferrière a autant le droit d'être un poète japonais que toi, tu peux être québécoise ou autre chose si ton cœur te le dit. Mais justement, par rapport à l'identité québécoise, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton point par rapport à la langue, parce que la langue, c'est tellement le noyau aussi de l'identité d'un être. C'est dur de... Mais en fait, quand on parle une langue, on comprend un nouveau monde, une nouvelle culture, des nouvelles coutumes et tout, une nouvelle manière de penser aussi. Et je pense que le fait que nous les deux, on vient qu'on a des parents francophones et francophiles aussi, ça fait que peut-être notre lien au Québec s'est fait beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Mais par rapport à ce que tu disais sur l'identité québécoise, tu vois, moi, je me considère québécoise et je suis tellement fière d'être du Québec et de contribuer au Québec. Mais mon problème, c'est pas de moi, c'est de ma peur de comment je serai reçue par rapport à ça. Est-ce que les gens vont me voir comme étant une des leurs? Est-ce que c'est important? Je pense que oui. Pourquoi c'est important? Je pense que tout le monde a envie d'appartenir à quelque chose. Et je pense que quand on est enfant d'immigrants ici, c'est difficile de savoir à quoi on appartient. Donc, tu as une partie de toi qui te dit, je suis d'ici comme les autres, mais on va te le renier des fois, et tu veux être d'ailleurs, mais tu es aussi d'ailleurs, mais on te le renie aussi parce que tu parles pas la langue. Et si à la place d'essayer de savoir à quoi tu appartiens, tu essayais de savoir ce qui t'appartient à toi. Mm-hmm. Et ce qui t'appartient à toi peut être composé de tout un tas de choses très différentes. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait au début. Moi, je crois que les identités, elles sont là pour nous pousser, pour nous aider à avancer. Je crois qu'elles nous donnent une force. À un moment, on a une communauté de gens dont on sait qu'on va partager un certain nombre de réflexes, des goûts culinaires, des références, tout un tas de choses. Et parfois, ça fait du bien. Je veux dire, être toujours en instabilité au milieu de... Voilà, c'est très sympa de faire du tourisme de temps en temps, mais si on devait vivre tout le temps dans des pays où on ne fait que passer et puis on n'a aucun lien culturel, c'est très compliqué parce qu'on est toujours en hypervigilance. Ouais. Donc ça fait du bien parfois d'avoir des références culturelles partagées avec d'autres personnes, puis c'est très important. Mais je pense que tu as plus de références partagées avec des Québécois que moi, parce que moi j'ai vécu 2 décennies en dehors du Québec. Et si moi je me sens québécois et que toi tu te le sens aussi, personne t'en fera le procès. Tu vois, moi ce qui était très chouette, c'est que jamais au Québec on avait remis en question mon identité d'auteur québécois. Jamais. J'adore ça. C'est quand j'arrive en France
qu'on me dit, est-ce que vous êtes sûr? Non, parce que vous n'avez pas vraiment l'accent. Et puis je ressemble pas aux Québécois tels qu'ils se le figurent dans leur tête. Et donc toutes ces questions identitaires qu'on ne me pose jamais quand je suis ici, soudain en France on commence à me, et puis on me met dans des tables rondes sur les questions d'identité. Donc je me parler d'identité, mais en même temps c'est pas un truc. Je me pose pas la question tous les matins en me levant, quelle est mon identité, mon Dieu, qui suis-je? Mon identité, je la vis comme tout un tas de choses qui m'ont composé, puis je me pose pas la question tous les 4 matins. Et oui, je sais plus ce que je disais. mais voilà, au Québec, on m'a jamais fait ce procès-là. On m'a jamais vu avec suspicion quand je disais que j'étais un auteur québécois. Et c'est même l'inverse. Là, depuis que le livre s'est retrouvé en sélection pour le Renaudot et pour le Femina, j'ai senti une vague d'amour. Merci. Ouais. J'ai senti une vague d'amour des Québécois qui m'envoyaient des messages, qui étaient fiers de voir leur littérature rayonner. Et puis leur littérature, c'est ça aussi. Leur littérature, c'est Michel Tremblay, c'est Michel-Marc Bouchard qui ont amené dans la langue la parlure québécoise, qui ont amené dans la langue tous ces jolis mots qui composent notre quotidien, qu'on entend tous les jours. Mais c'est aussi des enfants d'immigrés. C'est Éric Chacour aussi. Voilà, c'est des enfants d'immigrés, des gens qui sont là de la deuxième génération. Et puis c'est aussi bien sûr de la littérature d'autochtones, des gens qui étaient là des Premières Nations, bien avant nous. C'est tout ça la littérature québécoise. Et c'est très chouette, je trouve, d'avoir une vision ouverte comme ça. Et je sais que ça déstabilise un peu parfois à l'étranger, parce que ils voient un Michel Tremblay, puis après ils voient un Michel Jean, puis après ils voient un Kevin Lambert, et ils se disent est-ce que c'est vraiment ou des personnes qui viennent de la deuxième génération comme moi, ils se disent mais est-ce que vraiment ça fait partie d'une même famille? Qu'est-ce qui se passe? C'était plus facile avec les chanteurs et les chanteuses parce qu'ils se ressemblaient tous. Donc Céline Dion, Isabelle Boulay, Garou, on avait compris à quoi ça ressemblait un chanteur québécois. Alors pour les écrivains, on a plus de mal. Mais je trouve que c'est chouette d'avoir comme ça cette diversité. Mais je suis entièrement d'accord avec ça parce que justement, déjà le fait que ton livre porte jusqu'en Europe, en France, qu'on parle de toi, on parle aussi du Québec et on parle aussi de la diversité qu'on a au Québec. Alors moi, quand tu me dis les auteurs québécois, c'est Michel Tremblay, mais c'est aussi Éric Chacour, moi ça me rend tellement heureuse parce que ces noms-là, ces romans, ces histoires vont être racontées ailleurs. Et quand elles vont être partagées dans le monde, les gens vont pouvoir comprendre que, en fait, ici, c'est un peu tout. C'est pas juste Michel Tremblay. C'est Michel Tremblay, c'est Éric Chacour aussi. C'est heureusement Michel Tremblay parce qu'il a ouvert la voie à tout un tas de gens qui pensaient que la langue qu'ils avaient derrière les murs de leur maison, c'était pas une langue qui pouvait se retrouver dans les livres. Et il a redonné cette fierté-là à tout un tas de Québécois. Si très modestement, je peux un peu contribuer à faire la même chose pour des écrivains qui viennent d'ailleurs de la deuxième génération, tant mieux. Moi, j'ai lu le livre de Mariana Mazza. Elle raconte toute sa vie, Montréal-Nord. Elle raconte sa vie d'immigrante de deuxième génération. Ouais. Elle raconte le parcours de ses parents. J'ai lu celui de Caroline Dawson. Incroyable. C'est des histoires, puis c'est des gens qui sont québécois. Caroline Dawson, elle parle de Passepartout. Moi aussi, j'ai grandi avec Passepartout. Et puis la plupart des petits culs québécois, ils ont grandi avec Passepartout de ma génération. C'est très chouette. Ouais, mais vraiment, et moi, je lis ces livres et je suis heureuse que j'aime le livre ou que j'aime pas le livre. Peu importe, pour moi, c'est même pas important. Le fait que ces histoires soient écrites et se rapportent à la littérature québécoise, ça me rend heureuse. Tu vois, moi j'essaie on partage ce bonheur. Ouais, et je repense un peu à Alexia quand elle était enfant et qui a rêvé d'écrire un livre un jour. Je me dis, wow, comme les livres québécois ne sont pas limités qu'à une idée qu'on s'est faite d'un auteur québécois. Elle est beaucoup plus grande que ça. Elle ressemble à tout le monde. Et moi, maintenant, après cette conversation, c'est sûr qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, j'en grandis aussi. Je pense que je vais revoir un petit peu aussi et je vais me poser des questions pour savoir qu'est-ce qui m'appartient. Tu vois? Je me suis toujours considérée comme étant une autrice montréalaise, mais je pense que ça serait cool qu'un jour, j'arrive à
à me considérer aussi comme autrice québécoise parce que moi, j'aspire à contribuer à la culture québécoise et j'espère que qu'un jour, on va reconnaître ce que j'ai réussi à apporter à la culture québécoise comme étant une autrice québécoise. Je pense qu'on a la chance immense de vivre dans un de ces rares endroits du monde où on nous fera jamais le procès de nous sentir appartenir à cette terre. Et voilà, profitons de cette chance-là. Ouais. Si tu le sens au fond de toi, personne Mais ça me te le rappelle reprochera. un peu ce que tu avais écrit dans ton texte. Quand tu parles de tes parents, là, tu parlais de notre siècle à l'élégance d'accorder à chacun d'être ce qu'il ressent le plus sincèrement au fond de lui. Mais c'est un peu aussi oui, c'est notre siècle, mais c'est aussi notre société. Et je trouve ça tellement beau. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Et je te félicite pour ce que tu fais, mais je suis reconnaissante aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Et je pense que ça apporte beaucoup plus que ce que tu réalises. Je sais pas. C'est pas des questions que je me pose, mais en tout cas, ça me touche ce que tu me dis. Et je me dis en parlant avec toi que c'est peut-être pas un mystère si le plus beau livre qui a été écrit sur la question identitaire, il a été écrit par Amin Maalouf, par quelqu'un qui vient de notre communauté, qui vient d'ailleurs d'être nommé secrétaire général de l'Académie française. Donc, bon, je pense que c'est aussi une fierté. Puis ça montre aussi que la langue française, que la francophonie, que la littérature francophone est dans une phase de maturité, s'ouvre à d'autres francophonies, à ce qu'on peut apporter, à nos mots. Et c'est merveilleux. Ouais, c'est tellement vrai. D'ailleurs, Amin Maalouf, dans un de ses livres, Les identités meurtrières. Oui, c'est celui-là que je faisais référence. Il y avait quelque chose qui disait que pendant notre conversation, j'avais envie de t'en parler. Mais lui, ce qu'il explique face à son identité, c'est que tu peux être plusieurs choses en même temps et à 100%. Et moi je te parle et pour moi, tu es égyptien, comme tu es français, comme tu es québécois et on peut pas te l'enlever. T'es tout et de la manière que tu veux l'être aussi. Oui, et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de ne pas se mettre de barrières mentales et puis et je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de se mettre des étiquettes. Tu vois, tu parlais du fait de se nommer jeune fille québécoise ou pas. Je suis pas non plus un grand fervent des étiquettes. Alors parfois, il faut quand même en avoir parce que ça permet aux gens d'avoir des repères. Puis il faut les aider dans le trouble mental dans lequel ils sont quand ils voient des personnes qui viennent d'un peu partout comme nous et dont l'histoire est un peu plus compliquée à résumer que s'ils étaient nés sur la Terre où les 15 générations précédentes étaient nées aussi. Mais voilà, je cherche pas forcément à tout verbaliser. Parfois, il y a des choses qui se vivent aussi à l'intérieur et il n'y a pas toujours besoin de mettre une étiquette sur le bocal. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, je pense souvent, on met des étiquettes, pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour faciliter la compréhension des autres face à nous-mêmes. Mais des fois, c'est plus facile de se mettre des étiquettes pour se comprendre, mais en même temps, ça nous donne des barrières, ça nous met des barrières et ça nous restreint à certaines choses qu'on peut être bien plus que ça. Donc, c'est ça, c'est de voir un peu, comme tu disais tantôt, ce qui nous appartient et on n'a pas besoin de mettre des mots dessus non plus. Et ça peut changer à travers les années. Peut-être qu'un jour, tu vas t'établir dans un autre pays et tu t'identifieras aussi à ce pays-là. En plus. Tu vois, à un moment donc, souvent dans les articles, on parle de Tarek qui découvre son homosexualité. Et moi, à chaque fois que je dis ça, j'ai un petit pas d'arrêt. Je me dis, mais est-ce qu'il est homosexuel ou pas? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais qu'à ce moment de sa vie-là, face à ce jeune homme, il a eu cette émotion. Je sais que c'est réel. Je sais que c'est possible. Je sais pourquoi il a eu cette émotion-là. Est-ce que ça veut dire que c'était
qu'il était homosexuel et qu'il a découvert son homosexualité, comme c'est souvent résumé dans la presse, j'en sais rien, en fait. Et parfois, mettre des mots, c'est essayer de catégoriser les gens. Moi, je suis pas certain qu'il a découvert son homosexualité. Je pense qu'il a découvert une autre partie de lui, qu'il avait peut-être jamais soupçonné, qui n'avait jamais été mentalement permise, autorisée, donc qui n'existait tout simplement pas, pensait-il. Mais est-ce que c'était un homosexuel qui s'ignorait et qui s'est un jour découvert? Bah déjà, mettre un mot, c'est affaiblir la chose. Je sais pas si c'est vraiment la réalité. Donc voilà, c'est simplement une petite digression sur la question des étiquettes qu'on met, mais oui. C'est intéressant ce que tu dis, et aussi, je trouve ça intéressant que les gens qui lisent ton livre pensent à des choses auxquelles toi, tu n'aurais pas nécessairement pensé. Ah, mais ça, c'est fou, Quand tu vas dans des salons du livre, les gens, alors il y a en plus des gens, parfois, j'ai jamais compris ça, mais je trouve ça adorable, mais des gens qui viennent et qui te racontent ton livre chapitre par chapitre. Comme si tu l'avais pas écrit. Ouais. Ou comme s'ils essayaient de provoquer chez toi, en racontant l'histoire, la même émotion qu'ils avaient vécue au moment de la lire. Donc c'est drôle. Et parfois c'est très surprenant parce que tu te rends compte que le livre qu'ils ont lu n'est pas le livre que tu as écrit. Ouais. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que s'ils t'en parlent comme ça, c'est que ça les a touchés. Et si ça les a touchés, finalement, c'est un livre que j'aurais aimé écrire, donc c'est pas grave si c'est pas celui que j'ai écrit. Ça me va aussi. J'adore ça, et j'adore ça parce que en tant que quelqu'un qui a écrit aussi, j'ai remarqué aussi à travers le temps que les messages que tu veux véhiculer vont pas nécessairement être interprétés de la même manière, mais au bout du compte, c'est pas important. Et ce que je dis dans mes livres, c'est que mes mots, même si ce sont mes mots, je les partage avec le monde, et ça devient les leurs aussi. Ils interprètent ce que je dis, comment ça peut les apaiser eux-mêmes. Oui, et puis c'est bien que chacun aille prendre ce qui lui convient dans un livre. Moi, parfois, je vais dans des clubs de lecture et il y a des débats très animés entre les gens qui disent que leur personnage préféré, c'est la mère de Tarek, et d'autres qui disent que c'est une horrible femme qui n'a aucun cœur. Et je trouve ça merveilleux d'arriver à avoir des débats comme ça. Ouais. Et en même temps, ça me rend heureux parce que je me dis que j'ai réussi à la rendre dans son humanité, dans sa complexité, et que certaines personnes, peut-être parce qu'ils se trouvaient une certaine proximité avec elle, en ont fait leur personnage principal, celle qui les touchait le plus, et que d'autres, probablement au nom des valeurs qu'ils ont trouvé que c'était une femme totalement odieuse et qui méritait d'être effacée de la surface du monde. Et provoquer la même chose sur une même personne, finalement, c'est ce qui nous arrive aussi dans la vie. On peut avoir parfois des divergences d'opinion sur des gens, voir que des gens qu'on estime beaucoup sont amis avec des personnes qu'on déteste et ne pas arriver à comprendre ce qui se passe. Bah, c'est un petit peu ça. Moi, ce que j'avais envie, c'était, je cherchais pas forcément à les rendre complexes, mais en tout cas, s'ils l'étaient, je voulais les rendre dans leur complexité. Ouais, ben en fait, tu les as rendus humains. Je pense qu'un humain est complexe, et c'est ce qui fait que ton livre est aussi bien écrit. C'est parce qu'on sent l'humanité de tes personnages, et ça veut donc dire qu'ils sont complexes aussi. Donc c'est pour ça que je pense que les gens sont capables d'avoir des conversations sur tes personnages, et comment ils les comprennent, et comment ils se les approprient. Moi, j'ai déjà hâte à ton deuxième livre. D'ailleurs, on va bientôt terminer l'épisode. Et avant de terminer, est-ce que tu aimerais nous parler un petit peu des sujets qui t'animent pour ton deuxième livre, ou pour tes prochaines œuvres? C'est beaucoup trop tôt, mais disons que les relations humaines, c'est ce qui m'intéresse le plus. Parfois, on décrit le livre, on en parle comme d'un livre qui se passe en Égypte, et on commence à raconter l'histoire, etc. Et je me dis, je suis pas sûr que ce soit le plus important dans ce livre. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est un peu l'écriture, c'est-à-dire que j'ai voulu avoir une écriture qui était un peu poétique. C'est les personnages, et c'est la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Et tout ça, je le vois pas dans les résumés. Et en fait, moi, j'ai pas envie de... Enfin, je pense que la raison qui fait que les gens
aiment ce livre, c'est pas forcément parce que c'est une histoire qui se passe au Caire entre les années 60 et les années 2001, et l'année 2001, et puis que c'est l'histoire de quelqu'un qui est médecin parce que voilà, et qui fait la rencontre d'un homme et qui va prévivre un exil. Je crois que la raison pour laquelle les gens l'aiment, c'est parce qu'ils s'identifient un peu au personnage, aux situations humaines, à la complexité, aux relations familiales qu'ils peuvent avoir. Et voilà, c'est des sujets qui m'animent et je pense qu'on les retrouvera peut-être dans un possible deuxième livre qui se passera ailleurs et dont je ne dirai pas beaucoup plus parce que moi je suis très laborieux en écriture, je mets beaucoup de temps. Si en plus je me mets de la pression, je vais pas y arriver. Il y a une expression better late than never. Donc on prend son temps pour écrire. Il y a pas de c'est pas une compétition et c'est pas. Je pense qu'un livre peut prendre 1 an comme il peut en prendre 20. Et l'important, c'est juste de l'écrire, c'est d'écrire une histoire. Et je pense que tu écris des histoires. Mon éditeur serait pas d'accord avec toi. Bon, ton éditeur, il a le droit d'avoir ses propres idées, ses propres manières de penser. Mais moi, je suis patiente. Je vais attendre le temps que ça prendra pour lire ta prochaine. Ça me touche beaucoup. Ton prochain roman. J'ai déjà hâte. D'ailleurs, ton livre, je t'ai déjà dit, je l'ai recommandé à tous les membres de ma famille. Mais je l'ai aussi recommandé à mes collègues. Parce que je trouve que c'est une belle manière de parler d'un sujet qui est universel et en même temps de découvrir un monde qui me ressemble. Et à travers ce livre, je trouve que c'est cool de trouver des livres qui me ressemblent mais qui ne sont pas à propos de moi et qui peuvent donner un petit coup d'œil aux gens autour de moi pour mieux comprendre d'où je viens et comment ça se passe. Je pense que c'est le plus beau des compliments. Ouais. Quand on offre un livre parce qu'on a le sentiment qu'il nous ressemble. Voilà. Si j'avais dû m'imaginer un compliment que j'aurais aimé un jour recevoir, je pense que si j'avais eu assez d'imagination, j'aurais pensé à celui-ci. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment touchée. Là, c'est moi qui est touchée. Mais écoute, merci beaucoup, Éric. Vraiment, je pense que à travers nos échanges, t'as guéri certaines plaies que je savais même pas que j'avais. J'avais pas cette ambition, mais ça me fait plaisir. Mais moi, même si je sens que j'ai déjà fait mon parcours de construction identitaire, l'identité, c'est quelque chose qui est tellement fluide et tellement évolutif. Et juste parce que j'ai mis le doigt sur quelque chose à un certain âge, ça ne veut pas dire que je peux pas le mettre ailleurs plus tard ou que je peux simplement enlever mon doigt et laisser le mystère. Donc, les gens peuvent me définir comme ils veulent. Ou moi, je peux me définir comme je veux. Et c'est ça, c'est un peu ce que je retiens de nos échanges. Et évidemment, avec l'excitation de ton prochain roman. Et de aussi comprendre un peu plus ce que toi, tu avais en tête quand tu avais écrit ce livre. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir parler à des auteurs qu'ils admirent et de pouvoir discuter des livres qu'ils ont beaucoup aimés. Donc, merci. En tout cas, c'était un plaisir partagé. Merci à toi pour cette invitation. Merci vraiment d'être venu. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé avec nous. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. J'ai déjà hâte au prochain épisode et à son prochain roman. Merci. Merci, Alexia.